médecin, ou bien pharmacien, ou bien maïeuticien, ou bien chirurgien dentiste. Vous avez suivi tous ces débats, mais surtout vous voulez maintenant vous projeter dans votre propre avenir. Vous êtes des responsables d'étudiants, d'associations, de syndicats étudiants. Vous réfléchissez à la fois à votre avenir collectif. Qu'avez-vous peut-être retenu, ou un mot et des propositions en même temps que vous pourriez dégager avec à la fois peut-être évidemment en distinguant ce qui vous paraît positif dans toutes ces évolutions, mais également quelles sont les difficultés, les écueils. Allez-y très franchement. Qui veut commencer ? Allez-y, allez-y. Je commence. On le fait. Du coup, moi, ce que j'ai retenu de cette journée, déjà, c'est une volonté de travailler ensemble. Le fait de se réunir tous dans ce lieu marque déjà un vrai travail. Et surtout, je pense que c'est que le début d'une refonte totale de nos études. Le fait de s'interroger sur nos pratiques et de se remettre en question est vraiment le seul moyen d'adapter le système de santé aux enjeux de demain. Ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'université et de nos facultés, c'est ce qui se passera dans le système de santé une fois que nous serons sortis de l'université dans quelques années et plus tard. Ce que je voudrais bien mettre en avant, c'est la place importante de l'interprofessionnalité. On l'a tous souligné. Cependant, l'interprofessionnalité, elle doit se faire sur le fond et sur la forme. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre des étudiants ensemble dans un amphi pour faire de l'interprofessionnalité. Il ne suffit pas de leur donner des cours en commun pour faire de l'interprofessionnalité. Il faut créer du lien pour que tout au long des études, mais aussi dans leur pratique professionnelle. Je pense que l'interprofessionnalité a sa place et la norme de l'exercice professionnel de demain, mais ça demande énormément de moyens et ça doit se faire dès le début à la faculté. Pour changer les pratiques et notre système de santé, qu'il faut passer du curatif au préventif, il faudra aussi changer nos formations et aussi changer la rémunération des professionnels de santé. Il est vraiment temps de prendre le tournant du préventif et d'en finir avec ce système curatif qui nous permet pas de prendre en charge les patients au meilleur de nos capacités. Et au-delà de ces questions de rémunération que vous pistez, ou en tout cas que vous notez, vous avez envie d'exercer probablement de manière peut-être différente avec des collègues, des confrères, des consoeurs, mais également vous intéresser à avoir une vision plus globale de l'exercice professionnel, de votre exercice professionnel? Je pense que si jamais on n'en avait pas envie, on ne serait pas là aujourd'hui à promouvoir cette nouvelle conception de nos pratiques professionnelles. Oui, on en a envie, on le veut, et avec le service sanitaire, on commence à voir toutes les opportunités que cela peut nous offrir. Et voilà, on est au début. Nous, étudiants avec le service sanitaire, c'est la première fois qu'on voit réellement, on a l'occasion de travailler vraiment en interprofessionnalité et on voit les projets que l'on peut mener tous ensemble. Donc c'est que le début, je suis convaincu que ça va faire que ça. Donnez-nous quelques exemples quand même, quelques repères et quelques exemples de votre exercice professionnel de demain tel que vous l'envisagez ou tel que vous le rêvez. Moi, c'est surtout vis-à-vis du parcours de soins du patient, en finir avec une errance thérapeutique qui est possible entre professionnels de santé, savoir adresser au bon moment pour savoir vraiment coordonner le parcours de soins du patient et lui offrir le maximum de chances. Adrien ? Oui, allez-y, même question. Adrien, vous êtes à l'association des pharmaciens. Je n'ai pas dit qu'Ewen, vous êtes chirurgien dentiste, hein, c'est cela? Étudiant encore, mais oui. Encore, mais bientôt. En quelle année êtes-vous? En 6e année. 6e année, vous terminez, donc c'est bientôt. Alors, bonjour. Adrien. Ça marche? Adrien Cazès, oui, allez-y. Tout d'abord, ce que j'ai retenu de cette journée, c'est que beaucoup d'idées sont ressorties, des idées très intéressantes, mais maintenant il faut agir et les mettre en place et les mûrir. On a énormément parlé de santé publique et de prévention, du rôle des différents professionnels de santé. La crise du coronavirus a bien montré
à la population en général qu'il n'y avait pas que les médecins qui faisaient de la santé publique. Du coup, maintenant, il faut parler formation. Il faut développer la formation en santé publique et en prévention, en dépistage, dès la formation initiale, dès le premier cycle. Mais on peut également envisager un diplôme d'études spécialisées qui serait accessible à l'ensemble des filières de santé et pour accéder à ces métiers-là. Et ce que je voudrais relever aussi, c'est qu'on a un petit peu parlé du numérique et M. Véran a souligné le boom de la télésanté lors de la crise. Maintenant, le virage du numérique, il est là, il faut s'en saisir, mais pour cela, il faut donner les moyens aux professionnels de santé de s'en saisir, il faut faciliter son utilisation et son déploiement, permettre l'interopérabilité des systèmes, et le plus bel exemple d'interdisciplinarité en numérique qu'on pourrait connaître déjà, c'est le DMP, le dossier médical partagé, qui permet une coopération de tous les professionnels de santé, de communication, comme on a déjà dit, entre les professionnels, mais également entre la ville et l'hôpital, et il permet une sécurité du parcours de soins du patient. Fanny, vous êtes sage-femme, ou en tout cas étudiante à l'Association nationale des étudiants sages-femmes. Peut-être même question, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Comment vous voyez votre avenir? Qu'est-ce qui vous enthousiasme et qu'est-ce qui vous effraie? Donc nous, ce qu'on a retenu aussi, ça rejoint donc beaucoup la... Parlez près du micro. Okay. Oui. Donc ça rejoint ce qui a été dit donc, au niveau de la place de l'interpro, mais aussi la place de la recherche dans la santé publique. C'est quelque chose à l'ANESF qui nous intéresse énormément parce qu'on essaie vraiment de développer la possibilité d'avoir accès à la recherche pour les sages-femmes. Donc c'est déjà quelque chose qui s'améliore petit à petit puisqu'on a le CNU qui a été créé en 2019. Mais pour le moment, par exemple, nous n'avons toujours pas accès à la bi-appartenance. Donc je pense que la recherche, c'est vraiment un enjeu très important au niveau de la santé publique et de la santé de manière générale. Et maintenant, comme le disaient mes collègues, il nous manque encore les moyens de réussir à s'investir pleinement dans la recherche. Très bien. Peut-être, Morgane, peut-être on va demander d'abord, si vous le voulez bien, à Morgane God-Henrik. Vous êtes la présidente de l'association de la NEMF. Oui, alors je vais peut-être un peu me répéter ce qui a été dit, mais on a retenu plein de belles choses, notamment renforcer la formation, augmenter le travail en interprofessionnalité et la coordination aussi entre les professionnels, faire des patients des véritables acteurs aussi de leur santé, une nécessité aussi d'investir dans la recherche et aussi resserrer les liens entre la ville et l'hôpital. Maintenant que toutes ces belles choses ont été dites, il faut des actes. C'est indispensable pour pouvoir changer les choses. Donc j'aime répéter, mais sans moyens financiers, sans moyens humains et sans volonté réelle de tous les professionnels de santé, rien ne changera. Donc il faut maintenant passer des paroles aux actes, et pour le bien à la fois des patients et pour le bien du système de santé français. Et quand on est responsable syndical ou responsable syndicaux comme vous l'êtes, et que l'on regarde l'avenir proche et l'avenir lointain, comment on voit cet exercice? On le voit de manière positive ou avec de grandes inquiétudes? Dites-nous un peu. Alors vous, mais vous êtes des responsables, mais dans vos troupes, comment les choses se passent? On est plutôt utopiste. On espère le mieux pour le système de santé de demain et aussi la manière dont on exercera plus tard. On est plein de belles ambitions, mais malheureusement, parfois elles sont bridées très tôt par manque de moyens, par manque de volonté aussi. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de nous donner la parole aujourd'hui, parce que comme on le disait tout à l'heure, les étudiants ont des idées, les étudiants ont une voix, et c'est très important de les écouter parce que c'est les étudiants qui seront les futurs professionnels de demain. Donc oui, on a encore beaucoup d'espoir, mais il ne faut pas les brider et nous laisser nous exprimer et surtout concrétiser aussi ce qu'on peut proposer. Oui, nous ne voulions pas entrer, vous l'avez compris, dans un débat revendicatif ou un vrai débat syndical, même s'il est important, évidemment, sur toutes les réformes. Mais vous avez conscience, effectivement, est-ce que vous avez conscience de vivre dans une période très particulière, avec effectivement de très grandes réformes, de très grands changements, à la fois internes et externes? Le monde change et nous avons connu une crise, nous connaissons une crise absolument extraordinaire. Qu'est-ce que ça suscite chez des jeunes gens comme vous?
Ça suscite aussi un peu des inquiétudes parce que même en tant pour les étudiants aussi, mais même pour les professionnels de santé, l'avenir est incertain en pleine crise du Covid, mais ensemble, je pense qu'on peut aller de l'avant, voir vers l'avenir, travailler ensemble, s'écouter et construire des choses réelles derrière. C'est vrai que l'avenir fait peur, mais il faut s'en saisir et réagir maintenant et ne pas reproduire les erreurs du passé. Morgane Caillot, vous êtes donc, mais on vous connaît bien, vous êtes à l'ISNAR MG, vous êtes un futur médecin généraliste. Tout à fait. Toujours aussi enthousiaste sur la médecine générale? Toujours. Sinon, je ne serais pas dans mon cursus. Parle fort. Non. Mais au-delà de ça, si je devais dire une chose comme mes collègues sur tout ce qu'on a pu voir ici, en fait, c'est de voir à quel point les 4 sujets qui ont été traités sont finalement très liés. Que ce soit la santé publique, la recherche, la problématique de la démographie médicale, de l'accès aux soins, de l'usager de santé, de sa position dans le système de santé, puisque nous allons être ceux qui allons connaître ces réformes également. Puis de conclure finalement sur l'interprofessionnalité, qui est une des réponses possibles et qui est une des possibilités aussi dans la recherche, puisque finalement une recherche en interprofessionnalité est tout aussi intéressante et permettra de développer beaucoup de choses. Forcément, en tant que représentant syndical, j'ai aussi ma petite patte à donner sur le côté ambulatoire, puisque finalement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très développé. Autant l'interprofessionnalité, on a été les précurseurs pratiquement avec notre discipline à mettre en place des choses avec les référentiels de compétences, notamment qui sont arrivés très très tôt en médecine générale, mais par contre tout ce qui va être axe de recherche finalement n'est pas très développé. Or, si on se réfère à la recherche telle qu'on la connaît avec j'ai perdu le mot, le carré de le weight, ouais. Je l'avais plus en tête. On voit que en ambulatoire, on touche quand même beaucoup plus la population générale et justement beaucoup plus cette population qui peut bénéficier de la santé publique et qui peut avoir des axes de prévention qui peuvent être forts et éviter le recours systématique et de tomber dans le curatif. Et ça, c'est quand même quelque chose de très, très important pour nous. Et pour le côté formation, ça va être plutôt le patient partenaire. Finalement, c'est quelque chose qui va tous nous intéresser et qui va nous aider à progresser justement, non plus sur le plan purement de la santé d'un point de vue biologique pur, mais bien d'un point de vue de compétences en termes de communication, de coordination et surtout de prise en charge globale de nos patients. Parce que ce que nous voulons pour l'avenir, c'est finalement pouvoir traiter au mieux avec les outils qui sont nécessaires d'un point de vue humain et d'un point de vue financier également. Comment vous regardez les uns et les autres finalement l'évolution de la manière dont les patients, les citoyens, la société vous regardent, attendent de vous? Ce sont de grands enjeux. J'ai l'impression qu'on vous demande beaucoup. Il me semble qu'on vous demande beaucoup plus peut-être que l'on le demandait aux générations antérieures. Est-ce que c'est quelque chose qui, au contraire, que vous trouvez valorisant ou qui peut-être vous inquiète, parce que ce sont quand même beaucoup de responsabilités. Je pense d'ailleurs, par exemple, aux sages-femmes, les problèmes de naissance, etc., d'organisation. On voit bien que les citoyens sont très demandeurs, voire même parfois plus que demandeurs, très exigeants, non ? Je pense que les citoyens sont parfois demandeurs, mais c'est aussi notre rôle de faire pleinement notre métier, de donner le meilleur de nous-mêmes et de faire tout ce qui relève de notre champ de compétences. Je pense que parfois nous sommes confrontés à des problèmes par manque de moyens, par manque aussi d'effectifs, qui font qu'on ne peut pas forcément parfois exercer dans les meilleures conditions pour les patients. Et je pense que lorsque les patients vont relever ces problèmes ou s'en plaindre, c'est quelque chose de normal. Et c'est en fait les difficultés qu'on peut rencontrer sur le terrain, par manque de moyens ou de professionnels, c'est pas normal et on doit le dénoncer. Donc je pense que lorsque les patients parfois s'en plaignent, c'est plutôt quelque chose de normal. Alors vous disiez qu'il fallait passer dans le concret, donc essayer réellement, au-delà de ce qui se dit dans les tribunes ou sur les tribunes,
c'est de dire il faut vraiment que l'on essaye de repenser nos propres collaborations, coopérations. Vous êtes prêts à lancer des expériences avec vos enseignants sur ces sujets-là? Oui, bien sûr, comme on l'a dit, sinon on ne serait pas là. C'est vrai que avec la crise a montré que les étudiants pouvaient se mobiliser et étaient des véritables acteurs du système de santé. Donc maintenant que ça a été encore plus montré, oui, on va sûrement travailler, j'ose espérer, avec la conférence des doyens et les différents professeurs et les institutions pour essayer de mettre en place cette interprofessionnalité qu'on demande, en faisant des cours bien sûr, mais pas que, en essayant de faire, comme l'a dit Jeanne tout à l'heure, de recréer en fait des sortes de situations dans des centres de simulation pour apprendre à travailler ensemble. Aussi, pendant les stages, essayer, pourquoi pas, d'avoir des temps en commun entre les différents étudiants présents dans les services pour pouvoir échanger, pour pouvoir apprendre ensemble, notamment sur aussi le côté relationnel. Donc oui, il y a beaucoup de choses à travailler et à voir, et les étudiants sont prêts à le faire. Et si je vous proposais de demander à Patrice Dio de nous rejoindre pour la conclusion, puisque les doyens ont notamment cette responsabilité de poursuivre et de former et de poursuivre l'avenir de la médecine, mais également, prenez un micro. Voilà. Peut-être encore un dernier commentaire que vous vouliez faire les uns ou les autres. Et on va peut-être demander un peu Oui, allez-y, Morgane, et puis le mot de la fin à Patrice Dio. Je pense que, comme Ewen l'a dit tout au début, si finalement on est tous là, c'est parce qu'en fait on a envie de travailler ensemble, que c'est notre objectif d'améliorer le système de santé, de pouvoir se comprendre, de pouvoir agir ensemble pour le patient, pour notre avenir aussi, parce que finalement nous aurons chacun nos carrières professionnelles et nous espérons qu'elles seront fructueuses autant que celles des personnes ici présentes pour la majeure partie. Et je dirais une chose, c'est que finalement, ce qu'il va falloir que nous fassions aussi, nous, en tant qu'étudiants, c'est sensibiliser également les nôtres à cette approche interprofessionnelle. Il y a encore des freins qui existent justement par cette méconnaissance, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on travaille, et on a déjà des propositions concrètes. On espère qu'elles seront entendues par nos ministères de tutelle et qu'elles seront soutenues par nos doyens et puis également par les autres acteurs présents. Si vous ne voulez rien rajouter, je demanderai dans ces conditions à Patrice Dio, brutalement, est-ce que les enseignants seront à la hauteur des étudiants? On essaiera en tout cas. Les étudiants ont achevé cette journée, je trouve, par des mots extrêmement stimulants, extrêmement encourageants. Je disais à Benoît Vallée tout à l'heure qu'on fait quand même un beau métier, nous autres enseignants, qu'on est toujours auprès de jeunes qui nous poussent, qui nous stimulent, qui nous font avancer. Et vraiment, je voulais vous le dire très sincèrement, oui, vous pouvez bien sûr avoir confiance dans vos doyens, de la conférence des doyens. On vous le montrera très vite. Si je peux dire deux mots de conclusion générale pour souligner l'exercice particulier qu'on a eu à faire aujourd'hui. Moi, je n'ai jamais participé à un colloque comme ça, tout en distanciel. Ça a été compliqué de s'adapter, mais finalement, je sais qu'on aura eu au cours de la journée, finalement, beaucoup plus de participants à distance que nous n'aurions pu en accueillir en mettant un participant par place dans cet amphithéâtre. Donc, ce n'est pas négatif comme expérience, mais c'est tout de même assez curieux. Je le disais à Benoît aussi à l'instant, mais bon, je pense qu'on a pu traiter les sujets dans leur profondeur. On a eu, moi je dirais, le privilège quand même d'avoir la visite de nos deux ministres à des moments qu'on s'est extrêmement chargés, qui nous ont fait des annonces fortes. Moi, j'ai entendu des annonces sur les moyens qui vont être investis auprès de l'UNES pour le développement du distanciel dont on a absolument besoin. C'est très important. On a entendu des engagements pour nous accompagner dans le développement et la mise à niveau de la simulation. On a entendu la confirmation de ces 250 postes d'enseignants dont certains seront territoriaux, qui étaient évoqués à la fin du Ségur et là qui nous sont annoncés pour les mois à venir. Là. Et puis j'ai entendu aussi un sujet important qui est un regard sur les carrières, les parcours, en particulier dans les domaines de la recherche. Donc je pense que cette journée a été extrêmement fructueuse. C'est, je le redis, à mon avis, un événement marquant que de réussir à réunir l'ensemble des conférences
de formation médicale. Là, l'interprofessionnalité, ça va au-delà, mais c'est déjà pas mal de réunir les conférences médicales comme ça, parce que c'est une première à ce niveau, en tout cas. Hein. Et on s'assurera dans les semaines et les mois qui viennent du suivi de tout ce qu'on a pu se dire aujourd'hui, en particulier grâce à d'autres étudiants, et en particulier des étudiants de santé publique, dont certains ou certaines étaient là aujourd'hui, mais d'autres en distanciel, et se sont engagés pour produire des actes auxquels on travaillera. Et puis, Pascal, allez, je dis tu, hein. Si tu permets, je voudrais te dire toute notre reconnaissance à toi et à ton équipe, parce que vous avez été absolument extraordinaires dans la façon d'accompagner toutes les adaptations auxquelles on a dû se résoudre depuis quelques semaines, mais enfin en particulier depuis dimanche dernier. Moi, je suis en admiration devant ce que vous faites, et je voulais te le dire du fond du cœur, à toi et à ton équipe. C'est gentil. En tout cas, je remercie effectivement, puisque tu félicites effectivement toutes les équipes techniques de la CPU, mais également évidemment des conférences de doyens, et puis l'équipe d'Ortus, d'avoir essayé de répondre à votre demande et de montrer dans le fond que le tout est plus grand que la somme des parties. C'était l'enjeu d'aujourd'hui. Il y avait une phrase qui m'a beaucoup plu. Vous savez que Richelieu a évidemment marqué cette grand amphithéâtre, cette Sorbonne, et ce grand amphithéâtre de la Sorbonne. J'ai relevé qu'il disait « Rien n'est plus nécessaire à un État que la prévoyance, mais, il rajoutait, la phrase est encore plus connue, il rajoutait que la méthode ne vaut que par l'exécution. » Donc, c'est maintenant, je crois, vous avez demandé à ce que cette journée soit une journée de refondation. Je crois que c'est maintenant que l'ensemble de la société, mais également vos universités, et puis le monde médical et le monde de la santé dans son ensemble vous attend dans l'exécution. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt pour le prochain colloque, puisqu'il y en aura d'autres. Merci à tous.